Bonsoir, merci d'être venu. Vous me connaissez depuis un an. Je me suis présenté ici comme peintre. Mais pour ce que vous savez de mon travail, je pourrais être un peintre en bâtiment. Qui de temps en temps donne un coup d'œil à des peintures préhistoriques. En fait, ce que je vais vous montrer, c'est un peu ma pensée sur la peinture, ma façon de peindre en quelque sorte. Et donc, voilà. J'avais déjà fait un petit travail sur la salle de Lyon, que j'utilisais quand j'ai fait ce qu'on appelle pomposément mes conférences sur la peinture. En réalité, je n'ai fait que commenter des tableaux. Mais la véritable idée m'est venue ici, parce que je n'aurais jamais pensé d'aller plus loin par rapport à ce que j'avais déjà fait. Je me suis dit, pourquoi je dois m'intéresser à ça? C'est pas vraiment important. Mais alors, l'idée m'est venue, et ça a commencé au début octobre, quand M. Guibault a fait un exposé. Et par la suite, il y a eu une discussion. Et il y a eu M. Gaillard qui, à un moment donné, bon, entre autres, il a dit une chose qui m'a beaucoup interrogé. Moi, pour l'écouter attentivement, j'ai fixé tout le temps cette image que j'ai projetée sur l'écran. Et à un moment donné, ce qui était dit par M. Gaillard, c'était « Mais tu devrais commencer par laisser tomber Freud, Lacan, Jung, et commencer par quelque chose de plus petit, pour revenir par la suite éventuellement à... » Et là, je me suis dit « Mais oui, en effet, moi, j'avais devant moi une image, et c'était l'image d'une peinture. Et la peinture, c'est pas seulement une image. Alors je me suis dit, qu'est-ce que c'est la peinture? Et c'est là que j'ai eu l'idée, j'avais vu le film de Werner Herzog, j'ai eu l'idée de me dire, bon, je vais parler peinture. Avant d'arriver à la salle de Lyon, je voudrais d'abord faire un petit résumé, excusez-moi, un petit résumé en images de ce qui précède, cette salle. Ça, c'est tout de suite à l'entrée de la grotte Chauvet. Vous voyez, ce que vous voyez ici, ce sont des empreintes de la paume de main. Et ce que je trouve intéressant, c'est que par moment, c'est pas moi qui l'a dit, parce que moi, je n'étais pas dans la grotte. On voit aussi des doigts. Donc, la conservatrice qui fait le guide à l'intérieur du film de Werner Herzog parle de cette chose-là, et regardez ce qu'elle montre. Donc, ça c'est comment ça a été fait, c'est ça? Oui, mais ça c'est intéressant parce que ça me rappelle, il y avait Ségolène la dernière fois qui a parlé de l'empreinte de la main, ce qui est très intéressant et tout, mais ici, il me semble qu'on est à une étape différente. À savoir qu'ici, et d'ailleurs, ils ont appelé ça un bison. C'est-à-dire, avec les mains, on a construit une image. Ça peut se discuter, mais moi je me fie de ce qui était dit par cette dame. Alors par la suite, il y a une série d'images. Et ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est que cette dame même a trouvé que les empreintes qui sont ici sont les mêmes du panneau qui était au départ. Parce qu'elle a trouvé qu'il avait un petit doigt qui était tordu, et donc elle a retrouvé la même forme du petit doigt. Donc ce qui fait penser que ces choses-là ont été exécutées plus ou moins à la même époque. Et pour ma part, mais bon, ce que je pense de ces mains, parce qu'on est, par rapport à ce que disait Marie-Josée Monzen, on est, me semble, à une étape plus avancée. À savoir qu'ici, la main est prise de possession d'un espace. Et que le souffle, là, ce n'est pas seulement le souffle vital, mais c'est le souffle de ce qui se passe dans la tête de la personne qui a réalisé. C'est-à-dire, c'est toute son imagination, tout son monde. Ce qui explique peut-être, alors je vais un peu loin, la question qu'on se pose tout le temps, pourquoi il n'y a pas de représentation d'homme dans la peinture préhistorique? Bien sûr, il n'y en a pas. Quelle était la nécessité? Étant donné que cette idée de représenter l'homme est une idée à nous qui vient à partir du moment historique, à partir du moment où on a constitué les cités, on a eu besoin
de l'image, de construire une image, la figure d'un chef qui s'impose, etc. Alors que pour eux, ils étaient partout dans la grotte. C'était tout leur monde. Tout ce qui était dedans, c'était eux, c'était leur tête, c'était leur pensée, leur façon de voir le monde. Alors, par la suite, voilà, il y a quelque chose, on discutait du lion au lion. C'est M. Penaud qui avançait la question, un sujet qui était assez sensible. Et en effet, la dame en question qui présentait cette histoire de grotte a montré qu'ici, il y a un couple de lions, dont un, il y a bien évidemment un scrotum ici, et que l'autre, il semble s'appuyer. Donc, disons le lion mâle et le lion femelle. Oui, c'est difficile. Écoutez, moi j'ai pris cette image en piratant les images du film. Ah, c'est ça, d'accord. Bon, ça, toutes les images. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ce que j'ai découvert en regardant le plan de cette salle, que je ne connais pas directement, c'est que justement les mêmes positifs et négatifs sont juste avant cette peinture, qui elle est juste avant la salle de Lyon. Donc je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Si moi j'étais le peintre là, je mets ma main positive, ma main négative, et après je vais peindre la chapelle Sixtine à côté, il y a un passage là qui manque. Il y a quelque chose qui manque, c'est-à-dire l'action de quelqu'un qui a fait la peinture finalement. Positif ou négatif, dans la deuxième figure que vous nous avez montrée, oui. Elles ne sont pas seules. Ce n'est pas seulement des empreintes, puisqu'il y a aussi la tête de chien. Justement, justement. Alors si je lis en tant que lecture, je peux lire quelque chose, parce que celui qui a mis ça, soit on peut imaginer qu'il y a seulement des empreintes. Par la suite, on vient ajouter sur ajouter, oui. Soit celui qui a mis des empreintes, c'est en relation avec ça. Donc si on met un 4, on le lit. Là, ces figures, c'est est-ce que l'animal est tout seul, comme tout à l'heure, l'ours, ou bien l'autre, le 2. Alors, d'après ce que j'ai vu, à partir de la documentation qui est montrée dans le film, c'est qu'il y a une salle où il y a des mains rouges, des empreintes de mains rouges, accompagnées de figures d'animaux, et de l'autre côté, presque en face, il y a l'empreinte de la main négative. Donc, écoutez, il faudrait que vous m'invitiez dans la grotte, je pourrais peut-être... Non, mais ce sont mes questions et ça m'intéresse. Moi aussi, ça m'intéresse. Si il n'y a que des mains, donc c'est des multiplications des mains, des empreintes, et si l'autre côté, les mains, autour des mains, il y a des animaux. Ce sont les deux choses ensemble, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc ça veut dire que, à mon sens, que c'est bien une idée de je m'approprie un espace, je le touche. Hein? Il est à moi. Mais c'est nos interprétations. Oui, mais attends, laisse-le aller jusqu'au bout de son interprétation. Donc, votre idée, ça vient avant la salle des lions, oui. Entre les mains et la salle oui. des lions. Et donc, quelle interprétation vous donnez à ça, justement, dans le... Pour l'instant, je ne donne aucune interprétation, oui. Parce que ce qui m'intéresse, c'est seulement de décrire, et je l'ai dit au départ, oui. je voudrais donner une description de ce qui se passe dans la salle des lions. Voilà. Je procède. Il faut que je vous dise une chose. Pour continuer, je me suis posé, justement parce que dès le départ, j'ai regardé cette image fixe de la frise, je me suis dit, mais c'est quoi la peinture? C'est une question légitime. Moi, de mon point de vue, je peux dire que, on peut juger comme vous voulez, que la peinture, c'est d'abord un désir de faire un geste en dehors de soi-même. Un geste qui puisse signifier quelque chose que nous ne pouvons pas dire, parce que nous n'avons pas d'autres moyens pour le dire. Avec ce geste, je prends un matériau que j'ai choisi. Avec ce matériau, je trace des signes dans un espace que j'ai choisi, et avec ces signes, j'essaie de redonner, de restituer ce qui est à l'origine de mon désir. En regardant la frise de la salle des lions, je me suis dit, mais ici, mais quel est l'espace? L'espace, c'est toute la salle, parce que c'est une salle, à la fin, elle est isolée, on y accède difficilement, et il y a différentes peintures. Alors, j'ai remarqué que la chose en commun de toutes ces peintures, c'est la dialectique entre proie et prédateur. C'est le rapport entre proie et prédateur.
Et que donc, je me suis dit, mais alors je vais considérer cet espace comme si c'était un tableau. Comme s'il y avait ici un élément, là un autre élément, que je les arrange, je les organise, en sorte de faire, de démontrer quelque chose. Et alors je me suis lancé à reconstituer cet espace. Bon, je l'ai fait avec les moyens de bord, hein, en piquant des images de droite à gauche, surtout du film de Herzog. C'est interdit de le faire, mais bon. On ne va pas le répéter. Voilà, ici une autre scène. Oui, ce qui caractérise justement toute cette première partie par rapport à celle de la salle des lions, c'est qu'on voit différents animaux qui vont à leurs affaires. Ils circulent, ils sont là, ils se baladent, il y a deux rhinocéros qui jouent à s'encorner. Et alors, quand on passe dans la salle des lions, il y a quelque chose de différent. Voilà, c'est là que ça commence. Donc, celle-ci est l'image qu'on a vue. Hein. Quand on voit une peinture comme ça, on se dit, c'est beau, on peut décrire, regarde un peu comment c'est fait bien, comment c'est bien fait ceci, cela. Et c'est l'impression qu'on a aussi en regardant le film de Herzog, qui est un film fait avec de très belles images. Il a eu l'intelligence de ne pas photographier comme c'était photographié ici, à savoir qu'il montre peu à peu, comme si on était nous-mêmes des éclaireurs, hein, avec une lampe comme ça, qui montre peu à peu les passages qui permettent d'accéder peu à peu à cet ensemble. Voilà, donc moi j'ai reconstitué à peu près, je n'ai pas respecté les proportions. Voilà, ça serait à peu près ça. Ici c'est l'entrée. Sur le côté droit, il y a une scène. Sur le fond, il y en a une autre. Sur la gauche, il y a la fameuse frise. Et en haut, il y a cette stalactite sur laquelle on a peint, etc. Maintenant, je vais examiner un par un ces éléments. Et on va voir un peu ce que ça donne. D'abord, c'est parti du fond. Vous voyez que chaque animal est placé sur un plan différent. Ils ne vont pas se rencontrer. Vous voyez? Ça, c'est des lions on le voit déjà par ici, qui avancent. Ici, il y a ces bisons. Et là, caché un peu derrière, un cheval. Je vous parle de celui-là parce qu'on le retrouvera encore, ce cheval qui se cache. Oui, un petit cheval. Par la suite, il y a donc ce côté droit, entrée, où on voit aussi un lion qui est en train de chercher sa proie. Enfin, on arrive ici, à la partie plus importante. Et j'essaie de reconstituer un peu ce qui se passe avec cette scène. Regardez, ça c'est tiré du film de Herzog, c'est un montage que j'ai fait. Regardez ce qui se passe. Donc il y a d'abord le lion qui cherche leur proie, la proie qui s'enfuit, mais qui ici est bloquée par un obstacle. L'agrandissement de ça fait voir de différentes têtes d'animaux. Alors on passe, on contourne l'obstacle, on passe de l'autre côté, et on passe de l'autre côté. C'est comme si cette forme naturelle de la roche avait arrêté les animaux, et c'est-à-dire ceux qui fuient, et qu'ils soient passés de l'autre côté. Passer de l'autre côté, vous voyez le petit cheval qui est encore là. Passer de l'autre côté, il y a la fuite encore des animaux. Il y a certains qui ne sont pas de quel côté aller, comme celui-ci, ils sont un peu perdus. Et la suite encore, c'est que, je vais vous montrer. Voilà le mouvement, c'était celui-là. On arrive là, on est bloqué. Ça, c'était ceux qui se sont cassés la figure contre cet obstacle, parce qu'on voit plusieurs têtes ici des bisons. Il faudrait photographier directement pour voir un peu les détails. Et il y a le passage de l'autre côté. Bon, c'est une scène dramatique quand même.
Et voici donc notre petit cheval. Et là, il y a la suite. Alors, il me semble que tout ceci, tout ce que je vous ai montré, fait partie d'un projet. Ce n'est pas le hasard qui a fait ça. Primo. Un projet qui est dû peut-être à une personne seulement, peut-être à deux. Mais vous savez, c'est un peu comme la Chapelle Sistine. Il y a un pape qui dit à Michel-Ange, je veux ceci, je veux cela, et après il y a l'exécuteur. Donc peut-être que la personne, ou les personnes qui ont pensé à ça, c'est très peu de personnes. Et qu'il y a un exécuteur au moins, il y a peut-être deux exécuteurs, certainement. Un, celui qui a fait la peinture jusqu'à maintenant, celui-ci, je ne saurais pas. Je ne saurais pas dire si c'est le même ou pas. Mais certainement, jusqu'à ce moment-là, c'est un même peintre qui a fait ça. Et là, c'est ça qui m'intéresse, et ce qui m'intéresse d'ailleurs dans toute cette histoire, c'est pas d'établir que c'est beau ou c'est pas beau. C'est comment fonctionne la tête de ces gens. Comment ils ont pensé tout ça. Et voici donc les deux chevaux. Et regardez un peu ça. J'ai lu ça il y a un moment. Vous voyez cette figure en bas qui représente un peu, on les a toujours interprétés comme des sexes féminins. En réalité, M. Noger dit que non, c'est très probablement les pieds d'un cheval. Alors, question. Si c'est les pieds d'un cheval, et c'est probable. C'est possible. Ben, Probable, c'est une autre histoire. Ben, moi, je me tiens à ce que quelqu'un qui était sur les lieux, qui est son métier de faire ça, mais je dis, tiens, c'est intéressant. Mais c'est intéressant pourquoi? Parce qu'en plus de ça, il dit, alors il y a un lien entre le symbole féminin, le symbole de la féminité, et le fait du cheval. Non pas qu'il y ait un lien entre la femme et le cheval, mais le fait que le cheval soit en retrait tout le temps par rapport à proie et prédateur. Lui, il est en retrait. C'est comme s'il était en train d'observer la scène. Et ça, j'ai trouvé ça, je ne suis pas allé plus loin, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Or, voilà, regardez un peu, à propos de l'exécution, comment ici, vous voyez cette ligne-là. Ça veut dire que le peintre, quand il a fait ça, il avait projeté déjà une certaine idée de représenter ce mouvement d'animaux, mais qu'à un moment donné, il y a une sorte d'esquisse, de signe là, pour dire, bon, là, j'ai placé une tête. Et alors, je me suis dit, d'accord, mais alors, ça commence comment? Ça ne commence pas comme ça c'est fait toujours dans la roche-chauvet, mais c'est ailleurs. Vous voyez qu'ici, il y a la surface de la roche était griffée par les griffes des ours, hein, qui se nettoyaient les ongles, qui aiguisaient les ongles, j'en sais rien. De toute façon, c'est le procédé qui était utilisé par les peintres ici pour racler d'abord la surface pour la nettoyer, pour ensuite peindre dessus. Ils ont enlevé le calcaire finalement. Mais ça, c'est des griffes d'ours, c'est avéré ça que c'est des griffes d'ours? Si, parce qu'il y en a partout dans le. Peut-être qu'ils précèdent des milliers d'années, mais bon, ils étaient là. Avant les peintures. Avant les peintures. Et alors je me suis dit, voyons un peu comment ça fonctionne. Voici la scène. J'isole une partie qui est celle-là. Je racle comme ils ont fait eux et je vais voir comment ça fonctionne. Voilà, ils font d'abord un petit lion là, c'est pas ça. Alors ils mettent une tête, une autre. Façon exceptionnelle de suggérer l'idée de l'assaut, mais aussi de suggérer l'idée du mouvement, cette tête là-haut qui est double, qui est maintenant orientée vers nous et de l'autre côté. C'est pour faire vivre tout ça. C'est une façon de faire vivre.
Voilà, ça c'est la fameuse Madame Dominique Baffier, qui est conservatrice de cette grotte. Et donc vous voyez que sur le fond derrière, il y a bien ces trois personnages, trois animaux que je vous ai dit, les lions ici, le cheval, le buffle, et ça au milieu, et de l'autre côté, la scène de la chasse. Alors Madame Baffier disait que ce qui était peint sur la stalactite n'était pas complètement visible, mais que, je vais vous montrer, voilà, on a réussi à les photographier finalement. Et moi j'ai pensé, au premier moment, je me suis dit, tiens, ça me rappelle quelque chose qui vient 27 000 après. Et donc, c'est-à-dire une lionne et ça c'était M. Penaud qui m'avait suggéré l'idée, parce qu'il disait, mais pourquoi vous avez dit, pourquoi lion et pas lionne? Et moi je me suis dit, mais tiens, il a peut-être raison. Alors je suis allé vérifier un peu ça. Il y a ça, et donc cette forme féminine qui se transforme en lion, lionne, et cette forme masculine, c'est-à-dire le taureau, au moins on suppose masculine, le taureau qui a une forme féminine. Une sorte d'inversion là. Oui. Mais alors, par contre, l'idée de Dominique Baffier, c'était de dire que ce qu'on voyait là, ça lui faisait penser au Minotaure de Picasso. Et sur le coup, je n'avais pas fait attention, mais après je suis allé voir, et je me suis dit, oui, peut-être, mais alors, bizarre, parce que d'abord ici, le Minotaure il s'attaque à une femme. Ici, si c'est le Minotaure, l'équivalent du Minotaure, il s'attaque à quelque chose qui est peut-être féminin. Mais alors ici, il y a quelque chose qui ne tourne plus en rond. Parce qu'on est dans un rapport proie et prédateur, et ici, c'est la proie qui est devenue prédateur. C'est compliqué. Alors j'ai fait autre chose. Je me suis dit, bon, je vais faire comme eux, je vais racler la surface, et je vais voir comment ils ont fait. Regardez, il y a d'abord ce sexe féminin qui domine, à partir duquel, si on suit, il y a ce qui pourrait être un être féminin, même si c'est un ours. Et celui-ci, il est attaqué. Pardon, excusez-moi. Il y a quelque chose ici d'une sorte d'inversion qui est inexplicable. Moi, je voudrais vous demander, est-ce qu'on peut expliquer? Parce qu'on est dans le cadre de proie-prédateur. Ici, on voit proie et prédateur qui deviennent à un moment donné, on joue le jeu inverse. Il y a une inversion. Mais pourquoi? Et alors, je suis allé voir un peu plus loin. Et je me suis dit, voilà, ça ce sont les personnages qui visitent la grotte, il y a toujours le fond, etc. Et Madame Baffier disait, malheureusement, on ne peut pas voir pourquoi ces peintures étaient faites de cette manière-là, car on ne peut pas marcher sur ce sol, car il est très fragile, etc. Moi, j'ai dit, c'était notre problème à nous, mais ce n'est pas le problème de ceux qui ont fait les peintures. Donc, je me suis dit, c'est quoi ça? Ces stalactites avec ces peintures est fondamental pour comprendre le fonctionnement de cet ensemble. Car c'est le pivot autour duquel tourne toute l'histoire. D'un côté, les animaux qui se cherchent, de l'autre côté, la chasse avec tout ce qui se fait là-dedans. Et alors, autre chose. Oui, j'éclaire ça. Il est orienté comment? Il est orienté de façon à prendre en charge la scène. C'est-à-dire, c'est comme si ce personnage, ce double personnage, ce personnage hybride avec des yeux,
les yeux montrent la maîtrise de ce qui se passe là-dedans. Et ce qui se passe là-dedans, ce n'est pas seulement une scène de chasse, mais c'est, dirais-je, une façon de montrer la maîtrise qu'on peut avoir sur le monde animal. Pas seulement. On est ici dans le registre d'une transmission du savoir. Qu'est-ce qui fait qu'on devienne un homme? On a mené, je suppose, il faut imaginer, on est dans le sombre, il y a la lumière, on voit peu à peu, on ne voit pas tout ensemble. On a mené les gens dedans pour montrer un peu une idée du monde, des choses importantes de ce monde. C'est-à-dire ce qui est lié à la nourriture, à la survie, la femme, mais la femme et l'homme aussi, la violence, la chasse, tout ceci donc dans un seul contexte. C'est une chose compliquée. Moi, quand j'ai découvert ça en étudiant ça, j'en étais ému parce que je me suis dit, mais ils ont tout compris. Ils ont compris ce que moi, personnellement, j'ai du mal à comprendre, c'est-à-dire ma relation au monde. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qui est important, ce qui n'est pas important. Là, ils ont compris ce qui est fondamental pour la vie. Et moi, ça m'a touché énormément. J'aurais terminé, mais avant de terminer, je voudrais vous montrer autre chose. Ça parle de ma peinture. J'ai fait ça en 87. C'est un triptyque qui fait 2 mètres sur 4 à peu près, qui a comme titre Conversation. Ce titre n'est pas à moi. C'est un titre que j'ai emprunté à un batteur de jazz que j'admirais beaucoup à l'époque où moi-même je jouais de la batterie. Et c'est le titre d'un solo qui est divisé en 3 parties. Ce que j'appréciais beaucoup et qui j'admirais beaucoup dans cette solo, c'était le dynamisme et la polyrythmie. Question, je trouvais extraordinaire. Mais il y avait aussi une particularité. L'enregistrement que j'écoutais n'a pas été le fait d'un professionnel. Donc les sons étaient distortés, bizarres, etc. Tous les sons, la sonorité semblait venir d'un monde lointain. C'est bien cela ce que j'ai voulu traduire. Traduire l'idée du dynamisme et de la polyrythmie en polychromie, en essayant de suggérer l'idée d'un monde lointain. Merci de votre attention. C'est pas très long. C'est très bien. Donc voilà, si vous avez quelques questions, peut-être il y en a. Moi j'ai mes questions tout le temps parce que ce n'est pas résolu cette question-là. C'est-à-dire, je crois que c'est ça le fonctionnement. Mais alors, imaginez un peu, il y a 32 000 ans, peut-être plus. Hein, et on a exclu, après il y a Altamira, Lascaux et tous les autres, etc. Et on a toujours essayé de deviner pourquoi. Comment ça fait que cet animal est ici, là, etc. Qu'est-ce qui se passe? Et je crois que ce qui est peut-être éclairant, c'est ce qui s'est passé à Chauvet, à savoir qu'il y a quelque chose là de l'ordre d'une transmission d'un savoir, ce qui me semble, au moins. Mais je ne suis pas un expert de préhistoire. Hein, j'aime beaucoup ce que j'ai vu, j'essaie d'en parler, mais moi je suis un peintre et je m'en tiens là. Voilà. Moi, je juste voulais t'interroger sur l'idée, tu dis que donc, la peinture, c'est pas une image. Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que je suis d'accord avec ça. Et je voudrais que tu répondisses. Oui, attends. Là, il faut qu'on se mette d'accord parce qu'on a déjà parlé de ça. Alors, je n'ai pas dit que la peinture n'est pas une image, parce que toute est image, et la peinture, même la mienne, qui ne représente rien, est quelque chose qui nous happe. Hein, on se fait happer par ça. Donc ça veut dire qu'il y a un côté dans ce que j'ai appelé image. Par contre, alors, aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui, il faut faire une distinction entre les images comme celle de la peinture et le foulée d'images, des milliards d'images qui nous entourent, qui, elles n'ont pas la même importance, la même profondeur. Alors, moi, le débat n'est pas du tout achevé. Moi, je m'interroge aussi, je ne sais pas. Mais je tiens quand même une porte ouverte pour dire que même quand on fait quelque chose qui n'est pas... Parce que, écoutez, on a parlé toujours d'image. Pourquoi?
Parce que l'histoire a fonctionné comme ça. Depuis Philostrate qui a écrit Aecone, où on parle de 64 tableaux qu'il a vus dans une villa napolitaine et qui probablement n'ont jamais existé, et que ce texte, traduit à Venise au début du XVIe siècle, a été traduit en France en 1597 par Blaise de Vigenère, qui appelait cette traduction tableau de plate peinture. Hein? Bon, pour dire, on dit tableau, image, mais plate peinture, c'est autre chose encore. Et que donc ce livre était. Léonard de Vinci, paraît qu'il connaissait déjà ce livre, mais toute l'école vénitienne, elle s'est servie de ces descriptions qui sont faites par un rhéteur. C'est quelqu'un qui a décrit très bien les choses, même s'il ne les a pas vues. C'est un peu comme Homère qui parle de le bouclier d'Achille. Personne ne sait s'il a existé. La même chose pour Philostrate. Et donc, tous les peintres, ce livre était recommandé aux peintres qui s'inspiraient à la mythologie. Et donc, voilà pourquoi on ne s'étonne pas quand on voit des peintures mythologiques, il y a tant de détails qu'il n'y a pas un tableau qui a les mêmes détails qu'un autre. C'est un peu toute cette histoire qui était liée à l'image, et pour nous, l'image jusqu'à la fin du 19e siècle, tout était image. Mais au 19e siècle, il s'est produit quelque chose d'assez extraordinaire, que vous connaissez tous, qui est la multiplication des images. La reproduction des images, même et surtout aujourd'hui avec la photo, n'importe qui peut faire l'image. On les appelle images, forcément. Mais alors, quelle est la différence entre la peinture et ces images-là? C'est là que je pose la question. Et je me tiens à ce que je dis, à savoir, quand je parle, par exemple, de peintures, entre guillemets, qui ne représentent pas un objet, je me dis, ça peut aussi être une image dans le sens qu'elle peut nous appeler. Il y a quelque chose dans ce que nous voyons qui peut nous toucher ou pas. Alors, dire que ça, c'est une image, c'est pas suffisant. Oui. Moi, j'ai beaucoup apprécié votre présentation, y compris, et peut-être surtout même la conclusion, c'est-à-dire où on fait l'aller-retour. J'ai beaucoup apprécié parce que vous introduisez dans le regard que vous portez sur les grottes la propre dynamique, la vôtre, et vous dégagez la dynamique des auteurs de ces dessins. Alors que nous tous, on est toujours habitués à voir des clichés photographiques, on est coincé même dans notre propre imaginaire par des images fixes. J'ai énormément, vraiment beaucoup apprécié. Et ça vous amène à un certain nombre d'approches qui ne sont pas encore des interprétations, mais qui vont là-dessus, c'est-à-dire des ouvertures, et qui, elles aussi, relèvent de la vie et de la dynamique. Donc, je trouve ça vraiment magnifique. Je le dis tout à fait sincèrement. Merci. Ne vous préoccupez pas de ce que pensent les préhistoriens de Chauvet. Oui. Il manquerait dans les fondements même de votre analyse les recherches qui sont faites à Chauvet en ce moment, en particulier celle de Gilles Tosello, et ça serait bien qu'un jour on puisse l'entendre ici, parce que lui travaille, c'est un artiste, Gilles, et il travaille sur la construction de ces images et sur leurs ensembles. Et il est parvenu à mettre au point comment dirais-je, des références analytiques sur les propres parois qui montrent les parentés et la construction, la dynamique même de l'œuvre picturale. Donc, quand ce travail de Gilles Tosello, de Carol Fritz et un peu de Ferruglio va sortir, je crois qu'il y aura beaucoup de croisements avec ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que vous avez une sensibilité probablement d'artiste qui vous a permis de rentrer en quelque sorte dans la paroi. Et c'est vrai avec Gilles. Laissez Dominique Baffier là où elle n'est plus conservatrice de la grotte, mais c'est pas un auteur, je me permets de dire ça avec ma sincérité que vous connaissez bien, c'est pas un auteur, c'est quelqu'un que je connais bien, mais c'est pas du tout un auteur sur lequel on peut s'appuyer. Et encore moins, mais j'en achève. Alors Nougier, Louis-René Nougier, à part son prénom intéressant, c'est proche de zéro.
Et alors, cette interprétation qu'il a faite sur le sabot des chevaux, bon, laissez ça s'envoler dans l'espace, vous êtes largement devant tout ça. Mais vraiment, votre démonstration, votre monstration ce soir, ce que vous montrez, est vraiment tout à fait, je la trouve tout à fait pertinente. En tout cas, pour nous, pour notre groupe, a du sens. Merci. Voilà, je tenais à vous dire moi, ça. je trouve que finalement, c'est peut-être une habitude erronée de considérer justement les images qui reproduisent une peinture comme quelque chose qui est isolé de leur contexte. C'est ça qui est gravissime. Parce qu'à un moment donné, si moi j'étais obligé de m'inventer un peu en piquant des images à droite à gauche, de reconstituer un espace pour montrer pourquoi à un moment donné la scène fonctionne d'une certaine manière. Sinon on ne comprend pas. Sinon on se dit, ah c'est magnifique. Mais ça sert à quoi? On ne va pas plus loin. Oui. Oui, tout à fait. Dans Chauvet, là on est dans le fond de la grotte. Oui. C'est-à-dire que c'est une histoire qui a une fin. C'est sans issue. Oui. Et il va falloir revenir. Oui. Et on construit, quand on est dans Chauvet, comme dans beaucoup de grottes, on construit sa propre dynamique personnelle dans la perception qu'on peut avoir. Et c'est vrai qu'il y a des échos d'une paroi à une autre, dans la grande salle principale, la grande galerie. Et il y a sur le côté des diverticules qui ont leur propre histoire, bon, qui échappent un petit peu à ça. Mais votre approche traduit effectivement une construction à l'échelle de la grotte qu'on sent quand on visite Chauvet. D'autre part, il me semble pouvoir dire que par rapport au plan même de la grotte, il y a une partie de la grotte qui est peinte en rouge, peinture rouge. Après, plus on avance vers les empreintes de main, quand il y a les empreintes de main, ça commence avec des peintures noires. Ça me rappelle un peu ce que j'ai vécu dans les Pouilles avec les peintures rouges au départ et noires après, non? Et que, donc, ça introduisait un peu l'idée qu'à un moment donné, on rentre dans un monde intérieur. Hein, c'est son monde interne. Et voilà pourquoi je me dis, mais pourquoi chercher l'image de l'homme là-dedans? La stalactite qui pend de là, c'est à la fois, déjà elle-même, c'est un symbole phallique, sur lequel on colle dessus un élément féminin, qui se transforme en homme, en femelle, et qui se transforme en mâle. Et qu'à un moment donné, il y a là inversion. Un peu comme dans la mythologie, ça arrive tout le temps. On montre les choses, et après il y a inversion. Donc imaginez un peu ce qu'on apprenait à ces gens. Ce monde est violent, il y a inversion des rôles. Les choses importantes sont la nourriture, la femme et l'homme, qu'on ne voit pas parce qu'il est déjà partout. Et ça, c'est une véritable leçon de vie. Oui, mais je voulais justement revenir sur cette question que vous avez évoquée dans votre hypothèse, cet éperon rocheux, dont vous faites un pivot, en quelque sorte, pour, je dirais, lancer une perspective à gauche, la plus importante, mais il y a une autre à droite aussi. Oui. Alors c'est comme si, dans votre façon de ressentir cette dynamique, vous avez une sorte de principe de figuration, en tout cas dans la grotte. Alors, est-ce qu'on ne peut pas dire que, bon, ces deux représentations, en tout cas dans tous ces panneaux, principalement le sexe féminin, la tête de bison, on peut y voir à la fois un principe masculin et féminin sans que ce soit un homme et une femme différenciés. Moi, y réfléchissant de plus en plus, je pense, et avec ici déjà, quand on en avait parlé, ce que avait apporté François Sacco et Gérard aussi, c'est l'idée qu'il y a eu un effort de représentation de ce qui est humain dans les principes masculins et féminins. Oui. Parce qu'après, ce ne sont que des animaux qu'on voit autour de soi. Et donc, vous avez ajouté qu'il y avait là un principe dynamique. Je trouve que c'est très intéressant. C'est comme si, à partir de là, se construisaient beaucoup de choses. Alors, ça serait intéressant, c'est-à-dire que l'artiste a voulu représenter un principe de l'humain, et qui se différencie des animaux, en quelque sorte, tout en reprenant des éléments d'animaux, parce que c'est une tête de bison. Non mais attendez,
il se différencie, mais en même temps, lui-même est prédateur et proie. Oui. Alors, quand vous dites prédateur et proie et que ça s'inverse, je n'ai pas bien compris qu'est-ce que vous transformiez de proie en prédateur, parce que est-ce que vous pouvez revenir à ces images? Oui. Le lion. Mais ça serait le bison prédateur du lion? Non. Hein? Ça se retrouve. Le lion serait le principe féminin et le bison le principe masculin. Oui, parce que là, vous faites un lien avec ce lion et le sexe féminin, comme si ça allait ensemble. Du côté de la tête de bison. Oui, mais vous voyez que, du point de vue du dessin au moins, après avoir dessiné ça, ça sort naturellement cette forme-là, alors que celle-ci, elle capte le monde dessus. Oui, mais enfin, il y a là une difficulté très importante. Oui. Là, vous représentez sur un plan qui est un plan 2 dimensions, alors que le reste, c'est en 3 dimensions. Oui. Et Tosello, justement, j'ai relu l'affaire Tosello qui a retracé la figure féminine, le bas féminin, et la partie bison, mais la partie, étant donné que la pyramide tourne, on ne voit pas la continuité entre le féminin et la lionne. Ou le lion, ou la Par lionne. contre, ce qui est plus clair, c'est que la partie supérieure du bison constituerait la partie supérieure de la femme. Oui, c'est ça. Donc, suivre le dessin sur un plan à 2 dimensions, évidemment, c'est très parlant. Mais si on le remet dans la 3 dimensions, le sens peut être tout à fait différent. Et ça, c'est une question... Et d'autant plus que, bien sûr, que la jambe ici, elle est à la fois celle qui serait de la femme et celle du bison. C'est là où, moi, effectivement, c'est non différencié. Finalement, on transforme ce qui est le sexe féminin dans un corps qui prend à la fois la forme d'un lion et d'un bison. Je n'avais jamais vu de lion comme ça, moi. Personnellement, je suis assez proche de ce que dit François, c'est derrière. Moi, ça me plaît beaucoup ce que vous dites. Je ne vous cache pas, l'adhésion se fait tout de suite, mais il y a un problème quand même. Quelqu'un qui n'est pas de notre avis à nous, et c'est Claude en particulier, lorsqu'il a voulu décrire le bison, il a décrit le bison comme si c'était un sorcier. Un sorcier, oui. En montrant même la main sur le corps féminin. Donc je veux dire que ça, vous voyez ici des doigts. Voilà. Donc la question de la représentation, vue, évidemment, tout dépend comment on la voit, où on se situe pour le voir. Bah écoutez, par exemple, même l'histoire du sexe féminin. On tourne autour. C'est précisément l'intérêt de cet ensemble-là. C'est comme une trilogie, mais qu'on raconte successivement et dans les 2 sens. On tourne autour. Mais quand on est sur place, dans la grotte Chauvet, effectivement, on ne voit pas le côté droit. On ne le voit pas. Il est devenu visible parce que nos collègues ont pu mettre sur des perches l'appareil photo pour photographier ça, mais parce qu'on ne peut pas s'écarter du cheminement pour des raisons de conservation. Qu'est-ce qu'on voit en premier? On voit en premier d'abord le côté lion, le côté lion et le côté vue, alors que l'autre se dérobe sans robe. Et c'est vrai que le mouvement du bison ici, la dynamique même figurative, fait comme un manteau que porte un personnage. Il va couvrir l'ensemble. C'est-à-dire qu'il y a quand même une histoire qui est racontée. Là. Alors oui, sûrement, sans aucun doute. Hein. Mais la même chose pour le pied du cheval. Nous, on a toujours pensé, on a toujours eu envie de le penser comme la représentation du sexe féminin. Oui. Je dis, on a toujours eu envie de le penser comme ça. J'avoue quelque chose qui nous appartient. Cependant, il y a quelque chose qui se confirme dans ce sens, parce que dans la grotte de Chauvet, justement, dans une paroi pas très loin de celle-ci, il y a 3 images comme identiques, figurées, qu'on retrouve ailleurs. D'ailleurs, vous avez montré quelque part ailleurs
la même chose, c'est quelque chose qu'on trouve souvent, comme toujours près du corps féminin. Oui. Alors, au cheval, je veux bien, mais enfin, je ne connais pas. Bon, moi j'ai pensé avoir fait une découverte, mais apparemment c'était pas ça. En parlant du cheval, je veux dire. Oui. Non, votre idée est intéressante de voir que le cheval reste quand même sur la table. Oui, voilà, c'est ça qui m'intrigue. Pourquoi le cheval ne participe pas à tout ce jeu? Ça fait penser. Non, si vous permettez, je voudrais revenir sur un point qui est important. Depuis que nous avons commencé ce livre, j'ai dénoncé, et c'est écrit encore dans les textes qui sont dans le livre, la confusion qui a été faite entre peinture et image. Oui. Peinture et image, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout sur le même plan. Si vous lisez Vasari, il parle une seule fois, il parle d'image. Oui. Il parle de dipinto, ce qui est tout à fait autre chose. Alors je vais dire comme beaucoup de gens disent, ce qui m'intéresse. Mais ça, c'est une formule qui m'insupporte personnellement. Je dirais, je crois qu'un des problèmes, là je crois qu'il y a un tumulte de problèmes qui surgit de toutes parts et on ne s'en sort pas. C'est-à-dire qu'on s'en sort en allant d'un côté de l'interprétation, d'un côté du signe. D'ailleurs, moi je dirais signifiant, je dirais pas signe. Il faut être beaucoup plus prudent. Là, moi je dirais, ça c'est un taureau qui est en train d'enculer un lion, par exemple. Mais je veux dire, j'ai pas plus tort que tout ce qui a été dit jusqu'à présent. C'est comme ça. Bon, vous m'excuserez, hein, c'est un peu pour rigoler, un peu pour être un peu agressif. Il faut c'est très bien, c'est bien. Non, je crois qu'il y a un problème qui est un problème basique et qui est un problème absolument important parce que c'est un problème sémiotique. Il y a deux choses. Il y a un stalactite, qui est une figure, si on veut bien dire que c'est une figure. A priori, c'est pas une figure, c'est un stalactite. C'est comme l'image qui n'est pas de la peinture. Bon, c'est une forme. Cette forme, on va lui projeter quelque chose qui est de l'ordre du signifiant. On va en faire un signifiant. Pas un signe, un signifiant. C'est pas du tout la même chose. On va en faire un signifiant. Et ce signifiant, on ne sait pas ce que c'est, ce signifiant. Vous avez dit, c'est un signifiant phallique. Bon, pourquoi? Parce qu'on a pris l'habitude dans notre culture, tout ce qui est comme ça, stalactite, stalagmite, il y a des bites partout. Non, mais je suis pas contre, hein. Je suis pas contre. Pourquoi pas? Mais je crois qu'il y a un problème qui est... C'est plutôt des stalagmites. Stalagmites? Oui, ça monte. Non, mais ça dépend dans quel état tu es, mon cher. C'est comme dans les images, tu sais, avant, après. Au plafond, alors, donc, je crois qu'il y a un problème qui est un problème à la fois basique et un problème fondamental. C'est qu'il y a sur... Alors, à partir du moment où on a cette forme, qui est une forme infrastructurelle, personne ne peut dire le contraire. Stalagmite ou stite, là, il était avant les peintures. Qu'est-ce que ça veut dire de mettre des peintures là-dessus? Ça veut dire donner de la signification au stalagmite. Ça veut dire au stalactite. Ça veut dire que le stalactite, il n'est pas si phallus qu'il pourrait nous paraître à nous. Je pose la question avec un point d'interrogation. Moi, je ne me mets pas du tout à la place des hommes préhistoriques. Mais poser du signifiant sur un stalactite, c'est désigner, au sens fondamental du terme, désignare, désigner et dessiner, c'est du dessin, hein, bien sûr. C'est désigner, vraisemblablement, cette forme, cette concrétion naturelle, comme un objet de pensée. C'est le penser. Et moi, je dirais que le fait déjà, ça, c'est un problème absolument énorme qui devrait nous préoccuper et nous tenir peut-être pendant toute une session, d'essayer de voir quel est ce rapport de désignation des éléments naturels, en tout cas dans ce cas précis où c'est absolument criant, avant de se poser le problème de l'image.
c'est un problème qui vient avant l'image, c'est un problème de désignation. Et c'est peut-être à partir du moment où ce processus, cette élaboration en quelque sorte est faite, qu'on va quand même pouvoir voir apparaître des images. Mais la peinture, c'est tout à fait autre chose. Hein, c'est Manet qui disait la peinture, c'est la peinture. Oui. C'était au XIXe siècle déjà qu'on disait ça. Donc jamais, même les historiens de l'art à l'heure actuelle, je crois qu'ils évitent surtout, enfin en Italie en tout cas c'est clair, ils évitent de faire la confusion entre peinture et image. Moi je l'ai répété 25 fois ici. C'est-à-dire qu'en effet, ça produit des images, et vous l'avez fort bien dit, et Alain a été extrêmement prudent. Il a parlé de figuration, il n'a pas parlé d'image. Hein, et l'image, c'est à partir du moment où on fait des photos, on a l'image de ce qui se passe ici. Voilà. Donc c'est déjà une espèce de feuilletage qui fait qu'on peut arriver à parler d'image. Oui, moi, excusez-moi, justement au sujet de ce que vous dites, il me semble une chose. Ce lieu n'a pas été choisi par hasard. Voilà. Oui, c'est pensé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une certaine configuration de l'espace qui permet d'imaginer ou de faire penser à quelque chose qu'on peut mettre en place. Qui provoque même. Parce qu'on a vu souvent qui provoque, c'est-à-dire comment on a vu un relief à partir d'une perception va très certainement alimenter une représentation interne qui va donner lieu à une figuration. Voilà. Dans ce mouvement-là. Je ne suis pas sûr. Je crois qu'il y a, comme dit Erwin Panofsky, il y a une situation organique entre les deux. Oui. Une situation organique. Les deux choses se font en même temps. Alors je vais compléter pour te dire... Panofsky. Comme dans le rêve, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui sont latents et qui vont attendre le prétexte. En tout cas là, ça va être un prétexte figuratif dans une situation de régression aussi, j'allais dire, du fonctionnement mental dans la grotte. Hein. On se rapproche beaucoup du pôle hallucinatoire et ce qui est latent, à ce moment-là, ça va servir, d'utiliser l'image du déclencheur. Oui. C'est-à dire que la perception d'un relief va pouvoir déclencher, articuler d'une certaine façon la conscience ou le geste d'une représentation latente qui, elle, est porteuse du sens. Ça te convient comme ça Oui, non mais d'accord, mais tous les objets sont latents au sens où tu le dis. Léonard avait déjà parlé de ça à propos de ces taches sur les murs. Je veux dire, ça dépend aussi de la manière dont les gens hallucinent par rapport à ce qu'ils rencontrent. Alors tout est latent, ben oui, mais c'est pas une explication, ça. Non, mais c'est un mécanisme, là. Il dit que par rapport à la paroi, si tu veux, justement, qu'est-ce qu'il va faire l'humain? C'est de pouvoir, à partir de quelque chose qui a priori n'a pas de signification précise, n'a pas de sens, va pouvoir se servir de ça pour projeter. J'entends bien, mais c'est pas du tout ce dont je viens de parler. Moi, je viens de parler d'un processus qui est un processus sémiologique, c'est tout à fait différent. Ben oui. Je voudrais ressouligner encore une fois comment, dans le cas de toute représentation, qu'on représente en objet ou pas, la question de l'espace est fondamentale. C'est-à-dire, si on ne considère pas à la racine la raison pour laquelle on choisit... Écoutez, moi, je vais vous montrer deux petites peintures que j'ai faites. Pour moi, moi, je n'ai jamais utilisé des toiles industrielles. J'ai préparé moi-même la toile avec plusieurs couches jusqu'au moment où j'ai senti que celui-là était mon mur, ma grotte. Et c'est à partir de là que je me disais, maintenant je peux imaginer. Et donc, naturellement, le procédé, je n'avais pas les mêmes astreintes, et ni même la même nécessité, ça j'en sais rien. Pour moi aussi, sans vouloir en rajouter, et je crois que pour tous les peintres
qui est sérieux, on joue toujours sa vie. C'est une question vitale. À moins que... Parce qu'il y en a certains qui font de la peinture parce qu'ils ont là... Et même dans la peinture que nous connaissons, que vous connaissez très bien, de la Renaissance, d'ailleurs je vais en parler prochainement aussi. Mais quand on dit que, je ne sais pas, je prends Piero della Francesca, Signorelli, Michel-Ange, Léonard, etc. Pourquoi c'était vital? Parce que pour eux, c'était en collaboration étroite, en lien étroit avec un monde qui est en train de changer. Et eux, ils étaient les témoins, les acteurs et les traducteurs de ce monde qui change. Donc, en ce sens-là, c'était quelque chose de vital, de très important. Et je crois que chacun de nous qui fait aujourd'hui la peinture est confronté au même problème. C'est-à-dire, je suis en train de faire quoi? Je suis en train de m'amuser, de dire des bêtises, ou bien j'y joue quelque chose là-dedans. Parce que si on y joue quelque chose, alors on sera immédiatement écarté du marché officiel, ça c'est certain. Mais au moins on aura essayé. Hein? Je crois que c'est... Voilà pourquoi je parle tout le temps de l'espace. Moi je trouve que c'est là que vous êtes le plus convaincant pour moi. C'est-à-dire que j'étais très frappé par justement l'élan, on aurait dit en d'autres temps l'élan vital. J'ai entendu et j'ai retenu de votre démonstration, en tout cas de ce que vous avez proposé, l'idée d'une démarche qui serait un projet poussé par vraiment de l'intérieur des gens qui le font, comme vous l'avez fait pour ce que vous faites. On pouvait très bien redoubler en imaginant que vous étiez vous-même en train au fond de reproduire ce que vous aviez imaginé qu'il se faisait, c'est-à-dire c'est un projet scénographique. C'est comme ça que j'ai suivi votre démarche. Un projet scénographique, c'est la première fois que j'entends parler des grottes de Chauvet comme ça. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai imaginé. Ce ne sont plus des éléments épars, analytiquement visibles ou détaillés, mais pris dans un projet d'ensemble qui serait... Et en cela, j'ai trouvé la démarche tout à fait... J'étais très intéressé par cette démarche-là. J'ai trouvé qu'elle était assez novatrice par rapport à ce qu'on fait souvent, c'est-à-dire l'idée de gens qui rentrent dans la grotte avec l'idée de déployer, en utilisant les moyens qui sont les leurs, une façon au fond, d'abord de décrire ou de montrer comment ils voient la vie, leur vie. Et ça, je trouvais que c'était tout à fait intéressant de le voir comme ça, quoi. C'est-à-dire pas du tout analytiquement, comme des trucs posés l'un à côté de l'autre, mais un projet d'ensemble. Oui, d'autant plus que si on regarde l'ensemble, moi je l'ai vu dans un film, hein, donc je me tiens à ce que j'ai vu. Si on regarde l'ensemble, il y a toute une partie où on voit des animaux qui se déplacent comme ça, comme si c'était une monstration d'une maîtrise du monde animal. Et après, à la fin, il y a quelque chose de dramatique qui se passe. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est la... film, hein. Vous en avez fait un film. À un moment donné, ils y jouent de leur vie. Ça devient un outil de transmission. On prend les petits-enfants, on les amène là, ils ont peur parce qu'avec la lumière qui tremble, peu à peu, on leur montre ce qu'il y a de vital, ce qui compte dans le monde qui les concerne. Ce qui est vital et ce qui ne l'est pas. Y compris, après, bon, naturellement, par exemple, au sujet de cette chose-là, on peut... Moi, j'ai donné ma version, mais on peut discuter très longuement, parce que ce qui me semble là, c'est que le pivot qui est représenté par cette forme qui sort du haut, c'est un pivot, c'est là qu'il me semble qu'il y a quelque chose qui tourne, qui se démultiplie. Moi aussi, j'étais très sensible à ce que vous avez dit, ça fait travailler, mais en particulier parce que vous avez métabolisé, on pourrait dire, l'affect et donné une dimension très humaine, mais comme travail de représentation de mise en scène de la grotte, ça a été fait par le roi Gourand. Le roi Gourand a donné toute une construction de la grotte qui était dans le sens de vouloir donner sens et voir si les choses se répétaient telles qu'il voulait, donner une structure, est-ce qu'elle était répétitive ou pas. Moins attaché peut-être à l'aspect artistique, à l'aspect affectif. Vous avez dit une chose qui m'a beaucoup frappé et que j'ai trouvé intéressant, on joue sa vie. C'est intéressant, jouer sa vie. Ça ne veut pas dire mourir.
Oui. Ça veut dire simplement donner la possibilité à la psyché de pouvoir organiser quelque chose. Tout à fait, tout à fait. Et dans ce sens, je trouve que tout à fait. Tout à fait. C'est un beau travail. Et c'est un débat très contemporain dans l'art aujourd'hui. Oui. Très contemporain. Mais on voit ce qui se passe sur le Pompidou avec Jeff Koons, c'est une autre vision de l'art. Intéressant. Oui, oui. Oui, mais moi ce qui m'intéressait vraiment, c'était comprendre. Voilà pourquoi j'en étais ému à la fin quand je suis arrivé là. Parce que je dis, mince, mais ils ont tout compris, ces gens-là. Ils savaient déjà tout. Vous avez des mythes, hein? Oui, mais alors je me suis situé par rapport à eux, c'est-à-dire moi je suis un petit peintre qui essaie de faire quelque chose, etc. Et je me suis dit, waouh, je dois courir moi pour arriver à avoir cette vision, cette plénitude de la vision. Plénitude de la vision, je veux dire le rapport qu'on peut avoir avec le monde et la capacité de restituer ce rapport sous forme de signes, de formes. Oui, mais vous avez tout à fait raison. Je veux dire, ces gens-là, ils savaient déjà tout, mais ils ne le savaient pas. Oui. C'est ça le problème. Oui. Non, c'est un problème sérieux. Hein. Oui. Parce qu'il se révèle tout au long de l'histoire de l'art. C'est que l'art il invente. Et il invente sans s'embarrasser des barrières du linguistique, du social, etc. Même il s'érige contre le social et il fait les choses. Oui. Voilà. Et donc, effectivement, les gens jouent leur vie, mais ils le jouent de manière extrêmement sérieuse. Oui. Si je prends un être comme Cézanne, il a vraiment joué sa vie. Il a peint des montagnes 5 victoires jusqu'au bout, alors que les gens lui lançaient des caillasses sur la figure quand il passait dans les rues d'Aix. Et puis, arrivé je dis pas à la fin, puisqu'on ne sait pas quelle est la fin, il est arrivé, il a commencé une peinture, il a été malade, il s'est couché, il s'est relevé en dépit d'une espèce de, je sais pas, d'infection pulmonaire qui pour aller sur les motifs. Il est allé sur le motif et il est mort. Et il est mort, parce que ça, c'est des choses en effet qui comptent pour un certain nombre de gens. Juste un mot, je suis très sensible, en effet, en matière de création, à la dimension du risque à prendre et de ce que vous avez appelé jouer sa vie. Mais je crois que ça, c'est vraiment au quotidien, dans la pratique analytique, comme dans la peinture, on joue sa vie à la petite semaine. Dans une analyse, on joue sa vie, au sens où il y a une nécessité de créativité, d'écoute et d'invention. C'est pas écrit dans les livres ce qui se passe dans nos séances. Et c'est pas écrit dans les livres ce qui fait transformation. De la même manière, en peinture, c'est pas ce qu'on a appris qui fait qu'on a inventé quelque chose. Bon, ça c'est un autre débat sur la question de la créativité. J'ai trouvé très très intéressant au fond votre hypothèse qui était l'énergie comme projection de l'espace mental et de l'espace social. Oui. Parce qu'à plusieurs reprises, oui. évoqué les deux textes. Oui. On joue deux vies au moins. On va devoir arrêter. Merci. Merci à vous. Bene. Oui.